la petite reine qui est juste là. Donc là, je l'attrape. Hop. Donc je la mets entre mes petits doigts. Connaissez-vous l'odeur d'un sol non labouré ? Le goût du pain issu d'une semence paysanne ? Savez-vous que le maraîchage bio-intensif peut produire à surface équivalente 5 fois plus qu'une exploitation conventionnelle ? Je suis Alice Roy et chaque mois, je vous emmène à la rencontre de ces agricultrices et agriculteurs qui repensent leurs pratiques pour remettre de la vie dans les sols et ouvrir la voie à une agriculture nourricière et régénératrice. Des reportages en immersion, partout en France, enrichis par le regard de chercheurs pour comprendre et penser une autre agriculture. Une autre agriculture. Un podcast Château Cheval Blanc. Épisode 8, des fleurs au service des abeilles. Dans la nature, à l'époque, les abeilles étaient dans un tronc d'arbre, elles allaient remplir un arbre entier de rayons, de miel, etc. Et à l'hiver, elles vont se resserrer et elles vont s'occuper finalement de la taille d'un ballon de hand. Avec Lucille Guillermin et Jordan Maury, apiculteurs au rucher du Pont-Vieux. Cette relation entre apiculteurs et agriculteurs est quelque chose de très important. Et Yves Daricot, ingénieur agronome et apiculteur. C'est en Provence, dans le Haut-Var, à Méhoun-les-Montrieux, que Lucille Guillermin et Jordan Maury, un couple de trentenaires, ont fondé les Ruchers du Pont-Vieux en 2019. Leur petite maison de pierre entourée de champs de lavande est nichée au pied d'une colline recouverte de chênes. Juste à côté, un grand bâtiment est en construction, leur future miellerie. Ici, l'élevage est extensif. Les abeilles sont nourries avec leur propre miel et soignées de façon naturelle. Lucille et Jordan ont fait le choix d'une apiculture biologique et respectueuse du cycle naturel des abeilles. Autre particularité, la transhumance. Le couple déplace les ruches au fil des saisons, parfois à plusieurs heures de route pour suivre les floraisons, la qualité et la diversité des fleurs pour offrir aux abeilles une alimentation variée et naturelle. Dès mon arrivée, je retrouve Lucille et Jordan en pleine effervescence dans leur atelier, préparant les fumoirs pour aller prélever les reines et organiser les futures colonies. On est donc à Méhoun, un village au centre de la Provence verte, dans le parc naturel de la Sainte-Baume et dans le Var, le plus beau département de France. Avec Jordan, on est apiculteur depuis 6 ans maintenant. On a commencé, donc on a fait une formation au lycée agricole de Hyères, une formation pour adultes. Et donc ensuite, dans l'année 2019, on a acheté nos 30 premières ruches. Et de là, on a augmenté notre cheptel chaque année pour arriver aujourd'hui à un peu moins de 400 ruches en production. En plus, on a quelques essaims, quelques nucléis. Donc les nucléis, c'est les ruches de fécondation. Ça sert à maintenir le cheptel. Et voilà, on vend notre production quasiment uniquement au détail, donc sur les marchés locaux. On reste vraiment dans le coin. Avec ça, Jordan fait aussi un petit peu les essaims. Donc c'est-à-dire à la vente. Il propose aux autres apiculteurs de vendre ses reines, ses cellules, ses essaims. Et on voulait au départ faire de la polyculture, avoir des ruches, faire du maraîchage parce que je faisais un peu ça aussi. Et en fin de compte, on s'est bien rendu compte que malheureusement aujourd'hui la monoculture, on y vient. Pourquoi ? Parce qu'il faut du matériel. Que plus on a de ruches par rapport au matériel, moins le matériel finalement coûte. Il a fallu qu'on achète un camion, il a fallu qu'on achète une remorque, du matériel de miellerie assez conséquent, qu'on construise une miellerie, donc les locaux soient adéquats pour faire du miel, quoi. Donc on a vraiment tout mis dans l'apiculture, quoi. Finalement, ça nous a beaucoup plu. Lucille, elle s'éclate dans la transformation des produits, le relationnel avec les gens. Et moi, ça me plaît beaucoup, l'aspect technique et complexe de l'apiculture. Qu'est-ce qu'une abeille ? Ouais, d'abord, c'est un insecte très joli. Si vous regardez l'abeille, vous constatez que c'est élégant. Ça a un vol extrêmement agréable à regarder, très précis. C'est très silencieux, c'est très précis, c'est très vif ou très lent. Ça peut être stationnaire. C'est réellement un bel engin qui vole.
Parfaitement. Ça a une grande dextérité aussi. Ça va chercher le pollen, le nectar, dans les fleurs, des fleurs très sophistiquées, un peu de mécanique, ouvrir les fleurs, aller au fond, etc. Et puis, quand on regarde tout ça aussi avec un côté plus global, comparatif, on constate que c'est aussi un insecte peut-être le plus évolué dans sa famille. Un insecte d'abord qui est social. Les abeilles, ça vit par ruche où il y a des milliers d'individus. Donc une organisation collective, une communication entre les individus pour que leur organisation collective tienne la route et fasse bien son boulot. Et finalement aussi une intelligence individuelle, une adaptabilité de chaque individu. C'est à la fois du collectif, parfaitement rodé, de l'individualisme parfaitement rodé là aussi. Et finalement, si on met tout ça bout à bout, un sommet de l'évolution en matière d'insectes. Quelque chose qui est assez admirable et sophistiqué, la beauté de la nature, au top. Les ruchers ne sont pas tous autour de la maison, alors nous prenons la fourgonnette pour 15 minutes de route à travers la garrigue vallonnée, les roches calcaires et les chênes centenaires, jusqu'à une autre partie du cheptel nichée au creux de la colline. Je vais ranger la voiture et on est parti. Parti où ? Parti aux abeilles. Le plus beau rucher cette année qu'on a trouvé là un agriculteur de Méhoun qui nous a laissé dans la forêt juste derrière un joli champ un joli emplacement au-dessus des restanques. C'est très sympa. Puis c'est à côté surtout de la maison, ça c'est pratique. Et ce qui est super aussi, c'est cet emplacement, c'est un papy qui est venu nous voir, qui nous dit, il y a mon grand-père avait des ruches, il avait 150 ruches là sur cet emplacement. Et donc voilà, cet emplacement, ça a l'âme vraiment de l'apiculture. Et c'est sympa de se dire qu'on refait vivre ce coin. Et notre but premier, c'est de faire du miel avec tous les produits bien sûr qui sont autour, là, le pollen, la propolis, tous les produits de la ruche. Et après, l'élevage de rennes, c'est vraiment juste pour garder nos colonies en forme en permanence. Et aussi pour vendre aussi des essaims, des rennes, tout ça, ça se vend. Il y a des abeilles domestiques, des abeilles sauvages. Quelle est la différence ? Alors, les abeilles domestiques ou sauvages partagent finalement beaucoup, en particulier en matière de ressources, d'utilisation des fleurs, de vie avec les fleurs. Partagent aussi beaucoup en matière de besoins en qualité de l'environnement. Par contre, elles ont une grande différence. La plupart des abeilles, ou sinon la totalité, des abeilles sauvages, sont des abeilles dites solitaires, qui vivent en tout petits groupes familiaux. Contrairement à l'abeille qui, encore une fois, vit par paquets de milliers d'individus autour d'une reine, et avec une répartition des tâches extrêmement variées selon les âges ou les moments de la vie de la ruche. Et alors que l'abeille solitaire a justement une vie très solitaire, ne dépendant finalement peu de son groupe, sinon de ce qu'elle fait. Et je dirais aussi une différence très importante en matière d'habitat. Les abeilles domestiques vivent dans des ruches et sont de plus en plus protégées entre guillemets par les apiculteurs, alors que les abeilles solitaires, sauvages, vivent souvent dans la terre, dans des creux de végétaux, dans des habitats naturels qu'elles trouvent ou ne trouvent pas à disposition de façon confortable. Et donc ça rend leur vie beaucoup plus difficile, entre guillemets, et peut-être aussi beaucoup plus sujette à des aléas, contrairement à la vie des abeilles dites domestiques, qui bénéficient et des apiculteurs et de leur organisation collective. Du coup, ce petit rucher juste à côté de la maison, il est vraiment sympa. Et ça nous permet de travailler ici. On est début juin et on est le 10 juin. Et parfois, à cette époque, toutes nos ruchettes, tous nos petits nucléides de fécondation, nos petites ruches de fécondation sont déjà dans le 0,4 ou dans des endroits vraiment où elles pourront au moins subvenir à leur développement. Parce que sinon, il y a pas mal de moments où au 10 juin, on n'est plus ici. C'est un peu la promenade du coup, parce qu'on est à côté de la maison et ça, c'est pas tous les ans. Allez, c'est parti. Donc là, on a allumé l'enfumoir. C'est quoi l'effet de la fumée sur les abeilles ?
Alors ça leur fait penser qu'il y a un incendie, elles vont se gorger de miel, on le voit là-haut. Hein. Elles sont toute la tête dans les alvéoles. Et donc quand elles se gorgent de miel, elles sont un petit peu comme nous quand on sort d'un beau repas de Noël, elles sont bien rassasiées, un petit peu pâteaux quoi, on va dire. C'est un beau cadeau d'avoir cet endroit derrière chez nous parce que c'est beaux chênes dans des restanques. Donc elles sont à l'ombre pour les jours là, qui vont arriver, qui vont être assez chauds. On a des petites fleurs un peu partout. Là. C'est encore joli hein, cette année, c'est bien vert. 2024 pour nous, c'est une année où il a fait quand même, je crois, chez nous 600 mm là, depuis le début de l'année. C'est assez exceptionnel même. Hein. Il fait un petit peu nuageux, il y a du vent. Donc en fin de compte, aujourd'hui, elles doivent un petit peu s'embêter, on va dire. Les butineuses sont à l'intérieur. Les butineuses, c'est celles qui sont pas sympas. Donc là, je vais mettre ma combi, je vais pas mettre les gants parce que je vais devoir aller chercher les rennes, etc. Je vais pas mettre le voile non plus sur la tête parce que ça me permet de mieux voir la ruche. Mais si jamais je vois un petit peu d'excitation, ça va très vite de le voir. Je mets juste je vais replier mon chapeau entre guillemets et avoir un peu de protection, surtout pour le visage, parce que voilà, se faire piquer, je crains plus trop les piqûres parce que j'en prends souvent, donc mon corps c'est bien habitué, hein, je gonfle plus du tout, mais ça fait toujours très mal. Comment les abeilles choisissent les fleurs qu'elles vont aller butiner ? Alors, pour commencer, disons que les abeilles ne vivent que des fleurs. Ça veut dire qu'elles trouvent dans les fleurs les sucres, à travers le nectar, et les acides aminés pour faire leurs protéines, à travers le pollen, ainsi que des ressources en matière grasse, en acides gras. Elles y trouvent aussi des résines, des huiles essentielles qui sont nécessaires à leur santé. Pour faire simple, elles se nourrissent et se soignent avec les fleurs. Ça veut donc dire que dans le comportement des abeilles, il y a un comportement sophistiqué de recherche de ressources et de recherche de la qualité de ces ressources. Donc comment elles savent ? Elles savent parce que dans les ruches, il y a toujours des abeilles qui se baladent, qui voyagent dans le paysage autour, entre 1, 2, 3 km autour des ruches. Elles circulent, elles regardent et elles constatent sur quelle fleur à un moment donné il y a du nectar ou des pollens, et rentrent à la ruche pour causer, entre guillemets, avec leurs collègues et regrouper des forces pour aller chercher ces ressources. Donc ça part de la voyageuse découvreuse, ça revient à la ruche sous forme de la danse des abeilles, sous forme de messages que la collectivité traduit en disant « Tiens, il y a beaucoup de ressources à tel endroit, à tel moment, dans telle distance, etc. » Et la collecte s'organise. Donc elle est basée sur des pionniers, des pionnières qui vont regarder ce qu'il y a dans l'environnement. Ce qui est le plus curieux, c'est que, en plus de cette recherche de pionniers, il y a aussi une communication qui vient de la ruche vers ces pionnières et qui leur dit on manque de protéines, ou on manque d'acides aminés, ou on manque de résine, ou on manque... Et alors à ce moment-là, la communication se fait pour aller vers les sources que l'on imagine qualitatives et nécessaires à un moment donné. Alors, autant pour aller chercher des sucres et des nectars, on va se contenter de faire quelques milliers de mètres ou kilomètres autour des ruches. Il est très certain que pour aller chercher par exemple des protéines, aucun pollen n'ayant la totalité des acides aminés nécessaires à une bonne vie d'abeille, il faut aller chercher parfois très loin. Et on a constaté que certaines abeilles vont chercher des pollens à plusieurs kilomètres. On frise les 10 kilomètres pour aller chercher quelques pollens. Il y a quelques cas où on se dit, tiens, comment ça se fait que ce pollen est rentré dans la ruche alors qu'il n'est pas dans l'environnement floral du rucher ? Tout simplement parce qu'il manquait vraisemblablement ou des acides aminés issus de ces pollens ou des acides gras, ou est-ce qu'on ne sait pas tout, et que l'abeille, effectivement, a la capacité d'aller choisir dans son milieu ce dont elle a besoin à un moment donné. Il y a une intelligence dans la lecture des paysages basée sur des besoins. La transhumance consiste à déplacer les abeilles au gré des floraisons, leur offrant une alimentation diversifiée et naturelle, mais aussi c'est une pratique qui favorise la pollinisation de divers écosystèmes. Alors les abeilles, elles vont se déplacer jusqu'à 3 km. L'idéal, c'est d'avoir la ressource en fleurs, la ressource mellifère dans les 1 km. Et même 500 mètres, ce serait encore mieux. Moins elles font de chemin, plus elles vont être efficaces pour rentrer du miel, etc. Ou du pollen, hein, mais
mais sinon elles peuvent aller jusqu'à 3 km. Quand on va déplacer une ruche en transhumance, parfois ça nous arrive de les déplacer pour faire des divisions ou juste pour les rassembler avant une grosse transhumance, etc. Il faut de toute façon toujours les déplacer à plus de 3 km. Si on les déplace à 1-2 km, elles vont revenir au point de départ où elles étaient et la ruche sera plus là, donc on va perdre des abeilles, elles vont être complètement désorientées. Comment vous choisissez l'emplacement des ruches ? Alors ça c'est l'observation, beaucoup d'observations, que ce soit au niveau météo ou au niveau des fleurs. Nous on va hiverner nos ruches ici, dans le centre-Var, ça nous permet juste de les avoir autour de nous pour l'hiver. En même temps on va les peser l'hiver, pour si jamais il faut les nourrir. On va parfois nourrir surtout les petits essaims qui sont pas capables qui n'ont pas assez de réserve pour passer l'hiver, pour sortir de l'hiver. Et ensuite on va mettre nos ruches début février déjà, donc sur la côte. Ça va être parfois, pour nous, vers Bormes-les-Mimosas ou dans le golfe de Saint-Tropez. Ça va être pour le maquis. Donc le maquis, c'est la végétation un peu comme la Corse, c'est la bruyère blanche, l'arbousier. L'arbousier, bon, c'est pas du tout à cette période, la floraison, mais c'est pour donner chêne-liège, châtaignier, c'est terrain acide. Ou sinon, on va les mettre vers Bandol pour le romarin, Bandol, Marseille, tout ça. Et ça, on va vraiment aller au mois de février, observer les boutons floraux, on va regarder la pluviométrie qu'il y a pu avoir dans l'hiver, les températures qu'il a pu faire, savoir si les fleurs ont déjà fleuri, ou surtout pour le romarin, ça. S'il y a un potentiel mellifère, c'est toute une étude de l'environnement qu'il faut prendre en compte tout le temps. Ça, faut étudier d'abord l'endroit, la pluviométrie et les températures avant de déplacer la ruche. En fin de compte, le miel qu'on va récupérer dans les ruches, c'est du surplus. C'est vraiment, il y a une image que j'aime bien, c'est que dans la nature, à l'époque, les abeilles étaient dans un tronc d'arbre, elles allaient remplir un arbre entier de rayons, de miel, etc. Et à l'hiver, elles vont se resserrer, elles vont perdre en population et elles vont s'occuper finalement de la taille d'un ballon de hand. Donc tout le reste qui est dans cet arbre va être consommé par les ravageurs, les souris. Nous aujourd'hui, vous voyez, on a des petites portes en ferraille pour pas que les souris viennent l'hiver. Mais finalement, depuis la nuit des temps, c'était pas l'humain, mais c'était les autres espèces d'animaux qui se servaient du surplus de miel tout l'hiver, qui détruisaient les rayons de cire, etc. Et l'abeille repartait de zéro, donc de ce qu'elle a pu finalement protéger pendant l'hiver. Et elles se nourrissent comment, les abeilles ? Et de quoi surtout ? Elles se nourrissent de miel, de pollen. Le pollen, ça va être surtout pour les larves, pour le développement des larves, etc. Mais l'abeille en général se nourrit vraiment de miel. La reine est nourrie à la gelée royale par les abeilles. Elles vivent 3 semaines, 1 mois quand elles sont en production. On a vu avec les ruchers de Lucille et de Jordan, donc ce sont des ruchers qui voyagent puisqu'ils transhument, donc ils recherchent des fleurs toute l'année. Oui, alors la transhumance est une activité traditionnelle de l'apiculture, aussi vieille que l'apiculture certainement, qui a toujours consisté à amener les ruches, ou les amphores où étaient les abeilles, etc., à les amener sur les ressources florales. Et la transhumance fait partie justement de cette astuce qui consiste à suivre les ressources florales et à les mettre à disposition de ces ruches. Ça reste et ça restera tout à fait intéressant et tout à fait économiquement utile. Par contre, ce que le changement climatique amène est tout simplement le fait que les zones d'hivernage ou de préparation à l'hiver des colonies qui transhument doivent être plus étudiées que jamais. Les ressources agricoles sont des ressources en général monospécifiques. Vous mettez les abeilles sur du colza ou sur de la lavande ou sur des tilleuls ou sur des tournesols. Ça veut dire qu'à un moment donné, pendant une certaine durée assez longue, les abeilles ne vont avoir qu'un seul type de fleurs à exploiter. Encore une fois, aucune fleur n'a la totalité des ressources en acides aminés, en vitamines, en acides gras nécessaires à la bonne vie des abeilles. Il faut toujours penser à équilibrer les ressources, la diète alimentaire. Pour nous, on résume, on dit il faut 5 fruits et légumes par jour pour être en bonne santé. Pour les abeilles, disons qu'il faut 3 fleurs par jour pour avoir les équilibres nécessaires. Alors on peut avoir beaucoup de tournesol, beaucoup de colza pour faire du miel avec, mais il faut 2 ou 3 autres petites floraisons à côté pour amener les compléments alimentaires équilibrant la diète alimentaire de nos abeilles. Donc c'est bien de transhumer, et c'est bien de transhumer dans des milieux diversifiés.
Donc là, vous venez d'ouvrir la ruche. On voit plusieurs cadres et plein d'abeilles. Une ruche, c'est combien d'abeilles ? Une reine, elle va pondre vraiment en pleine saison, quand il y a les conditions adéquates, elle va pondre 2000 œufs par jour. Et une abeille, elle vit 3 semaines, 1 mois, ça dépend. Enfin, ça peut. L'abeille va vivre 1 mois si elle travaille vraiment beaucoup. Elle peut vivre 3 mois, 4 mois en hiver parce que du coup, elle va rester dans la ruche. Et du coup, le renouvellement, donc 2000 œufs par jour sur 3 semaines, 1 mois à peu près, ça va monter à 70 000 abeilles. Là, on va chercher la reine. Donc le but, c'est d'être assez délicat pour pas qu'elle s'excite. Donc pour qu'on la trouve. Avec un peu d'expérience, la reine, on la trouve sur un cadre bien particulier. C'est le cadre d'œuf, là où elle est en train de pondre. Donc là, on voit, il n'y a pas d'agressivité pour l'instant. Tant mieux. Elle est là. Hop, on voit la petite reine qui est juste là. Où ça ? Elle est juste là. Hop. Donc là, je l'attrape. Hop. Donc je la mets entre mes petits doigts. Et là, je vais la marquer avec du vernis. Parce que c'est une princesse. Du coup, on va lui mettre un petit coup de vernis vert. Hop. Trouver la reine dans une ruche peut être un véritable défi pour un œil non entraîné. Alors une fois qu'elle est capturée, il est crucial de la marquer avec un peu de vernis pour faciliter son identification parmi les milliers d'abeilles. Cela permet aux apiculteurs de suivre son âge, de vérifier sa santé et de s'assurer de sa productivité dans la ruche. Ce geste simple a un impact significatif sur la gestion des ruches. Mais l'abeille est-elle le seul insecte pollinisateur ? Il y a énormément d'insectes pollinisateurs. L'abeille mellifère, donc notre abeille à nous, c'est pas du tout l'abeille, c'est pas elle qui pollinise tout. D'ailleurs, notre abeille, elle va être plus attirée par exemple par le nectar que par le pollen. Donc parfois, si on est sur des champs de lavandin qui font que du nectar et pas de pollen, elles vont pas aller chercher de pollen, pratiquement pas. C'est quoi la différence entre le nectar et le pollen ? Alors le nectar, c'est l'eau sucrée qu'il y a dans les fleurs, et le pollen, c'est une petite poudre qu'elle récupère sur les pattes. Le pollen, ça va être la protéine pour le couvain, etc. Alors que le miel, c'est vraiment leur nourriture de toujours, quoi. Est-ce qu'il y a des fleurs plus particulièrement intéressantes pour les abeilles ? Bien sûr, par exemple, nous, en Provence, c'est la lavande. C'est une plante, le lavandin, qui est sur le plateau de Valençol. Le lavandin, sur le plateau de Valençol, ne donne pas de pollen. Donc ça va permettre aux ruches, au mois de juillet, d'arrêter le développement. Ça, pour nous, au point de vue sanitaire, pour qu'elles nettoient. Et nous, ça va nous permettre, après la mielée de lavande, de faire un traitement, malheureusement, de ce parasite, le varroa. Ça vient pas du var du tout. Ça, c'est un parasite asiatique qui est présent sur l'abeille asiatique à la base. Elle s'en défend très bien parce qu'elle a un cycle de couvain qui n'est pas le même que le nôtre. Chez nous, c'est un gros problème, un vrai problème. Et donc, c'est la dernière mielée pour ces ruches-là. C'est le mois de juillet. Ça permet aux ruches de faire les réserves pour l'hiver, de vraiment mettre du miel à la place des œufs et des larves. Et ça nous fait des ruches en forme pour refaire donc du coup de la population avant de passer l'hiver. Quel est le rôle que jouent les abeilles dans la pollinisation et peut-être plus globalement dans notre sécurité alimentaire ? Alors ça a été un sujet largement étudié justement au début des années 2000, lorsqu'on s'est aperçu que certaines années on avait des mortalités d'abeilles extraordinairement élevées. Les taux de mortalité certaines années sont passés, y compris en Europe et en Amérique, sont passés à des taux inconnus de l'ordre de 30% des ruchers perdus en hiver. Et là tout d'un coup on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe ? Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a cherché les causes, mais qu'est-ce qui se passe en termes de conséquences. Perdre autant d'abeilles, qu'est-ce que ça veut dire ? Et alors on s'est mis à regarder en détail à quoi servaient les abeilles et les pollinisateurs en général. Et on s'est aperçu que 80 à 90% des plantes sont des plantes à fleurs sur Terre. Ça veut dire que 80 à 90% des plantes se reproduisent avec des fleurs qui doivent déplacer du pollen mâle, gamète mâle, vers des gamètes femelles, donc qui ont besoin ou du vent ou d'insectes pour transporter du pollen. Première chose. Et deuxième point, dans les cultures agricoles de la planète, c'est environ 1/3, 30% à peu près de la production alimentaire qui dépend de la pollinisation. Donc, en poussant le scénario au pire, s'il n'y avait plus d'abeilles, il y aurait 30% de moins à manger sur Terre. Donc en fait, les pollinisateurs, les abeilles, sont devenus tout d'un coup l'insecte clé de l'agriculture.
certes, et de la pollinisation en général, c'est-à-dire du transfert de pollen de fleur à fleur, et donc la mécanique de la vie, de la sexualité des plantes, et donc de la vie sur Terre. Cette image, elle a été, on a forcé un peu le trait parce que on a mis dans la pollinisation essentiellement les abeilles domestiques. En fait, il n'y a pas que les abeilles domestiques qui pollinisent, et on s'est très vite aperçu que les bourdons faisaient énormément de travail, les abeilles sauvages aussi, certains papillons de nuit, etc., etc. Donc en fait, la pollinisation est un service rendu par les abeilles domestiques, mais aussi par quantité d'autres pollinisateurs. Ce qui caractérise dans cet apport de service de pollinisation, ce qui caractérise nos abeilles, c'est à la fois leur capacité à être mobilisables en grand nombre à un moment donné sur des floraisons. Et l'abeille a aussi une autre caractéristique qui est son efficacité à ramasser des pollens, à le transporter. Et comme elle est fidèle à un type de fleur à un moment donné, lorsque l'abeille a commencé à ramasser du pollen sur une fleur de lavande, elle ne va pas tout d'un coup se dire tiens, il y a peut-être aussi une autre fleur de... Non, elle va rester sur la fleur de lavande d'à côté, etc. Elle est fidèle à des floraisons et permet justement, avec une grande efficacité, de saturer en pollen les besoins de la pollinisation. L'apiculture, est-ce que c'est une activité qui est rentable ? Comment vous vous organisez économiquement ? Alors quand on a commencé, on a quand même mis le temps de se développer. On a mis 3 ans avant de pouvoir se sortir un salaire. On a monté un GAEC, donc tous les deux, 50-50. Honnêtement, on est à moins du SMIC aujourd'hui. Mais on sait on sait que c'est rentable, on sait qu'on va un jour pouvoir se payer correctement, même si ce ne sera jamais des 1000 et des 100, mais ça va venir. On a commencé avec 30 ruches en 2019, après notre formation en 2018. On a réussi à retomber sur nos pattes parce qu'on a fait un peu de miel la première année. Et ensuite, on a vite grossi pour monter aujourd'hui à 400-500 colonies, ça dépend, on vend des essaims, c'est la première année qu'on vend des essaims, donc ça a été un très bon apport pour le début de la saison. Et du coup, c'est vrai qu'on a réussi avec de la chance et beaucoup de travail, beaucoup de travail à développer notre activité. Je dis pas aujourd'hui en vivre vraiment, c'est toujours un peu sur la corde, il faut pas qu'on ait une mauvaise année, mais pour l'instant ça va. Et concrètement, quel est le salaire que vous vous sortez ? C'est proche de zéro, on réinvestit tout dans l'exploitation. On a la chance d'avoir démarré aussi avec mon papa qui était déjà agriculteur, donc on avait un point de vente au départ. Aujourd'hui, on a acheté un terrain, on a un petit cabanon, on est en train de construire une miellerie avec un appartement à l'étage. Ça, c'est aussi parce que du coup, j'étais dans le bâtiment, donc ça me permet de le faire petit à petit, et donc sinon, ça n'aurait pas été faisable d'investir autant. Comment vous voyez le futur de l'apiculture ? Un peu compliqué, c'est du yo-yo. Hein. Début de saison, on était tous les collègues, on se disait qui c'est qui dit que l'apiculture provençale est morte, parce que finalement on était en train de faire du miel de romarin, un peu de miel de bruyère, ça c'était joli. Il y a eu un coup de froid qui est arrivé, ça nous a coupé l'herbe sous le pied. C'est un ascenseur émotionnel l'apiculture, mais constant comme beaucoup de métiers agricoles. Hein. On s'occupe de nos végétaux, on s'occupe de notre cheptel, enfin, c'est toute l'année pour finalement des fois se prendre un coup de massue, que ce soit la grêle ou une semaine de mauvais temps sur la floraison tant attendue. Et c'est donc il y a forcément le changement climatique. Souvent on dit le réchauffement, mais oui, le réchauffement, mais aussi les cas extrêmes. Là, cette année on a pris 600 mm depuis le début de l'année, c'est jamais arrivé depuis que les relevés météo existent. Là, nous, cette année, c'est pareil, on n'a pas eu d'hiver, donc le développement de l'acarien du varroa a été assez conséquent. Donc forcément, on a des ruches là qui ont une charge en varroa trop élevée. D'ailleurs, celles qui sont dessous, là, il y en a certaines, je vais les diviser, je vais les traiter, et ce sera bon pour l'année prochaine. Mais il y a certaines années qui vont nous permettre de vivre l'année d'après, comme cette année. Donc la saison n'est pas finie, hein, on est début juin, on a encore le châtaignier, on a encore la lavande. Mais en fait, rien n'est fait. Si jamais on prend, comme en 2019, la canicule sur la lavande, tout d'un coup,
voilà, les jeux sont faits et on fera rien. Et c'est, je pense, toute une vie de questionnement et du coup d'apprentissage exactement. Et pour arriver à derrière mettre les ruches au bon endroit au bon moment. Et ça devient du coup quand même de plus en plus compliqué. Ce qu'il faut aussi signaler pour le futur, c'est que la recherche qui doit appuyer l'apiculture doit aussi de plus en plus prendre en compte les ressources mellifères, la végétation mellifère. La réflexion est donc une réflexion sur la production de miel, bien entendu, mais aussi sur ce que peuvent apporter en termes d'autres produits les apiculteurs, et surtout d'autres activités justement pour augmenter les cheptels des apiculteurs en vendant des essaims, en faisant de la reproduction de rennes et en vendant des essaims à d'autres apiculteurs. Ça, c'est un service qui est tout à fait nécessaire et bienvenu. Et enfin, je dirais, en essayant d'innover dans les relations avec les agriculteurs qui accueillent leurs ruches. Quand je dis innover, c'est-à-dire amener cette relation à une relation de confiance qui doit se traduire effectivement par un service valorisé par l'agriculteur qui accepte la présence de ruches transhumantes pour faire du miel, mais aussi pour lui-même avoir un service de pollinisation. Cette relation entre apiculteurs et agriculteurs est quelque chose de très important qui porte à la fois sur la qualité de l'environnement que doit assurer l'agriculteur qui reçoit les ruches, mais aussi penser que tout l'environnement floral des exploitations qui accueillent les ruches et transhumants doivent aussi être correctement gérés et diversifiés. Il y a une relation gagnant-gagnant qui n'est pas nécessairement une relation financière à ce jour, mais qui est une relation où chacun doit jouer de façon à diminuer les aléas qui vont nécessairement tomber sur le dos des apiculteurs transhumants comme des autres. 5 ans après le lancement de leur ferme agricole, Lucille et Jordan ont su adapter leur exploitation aux caprices du climat. Avec leurs 300 ruches, ils suivent le rythme des saisons, ajustant leur transhumance au gré des floraisons. Toujours à l'écoute des besoins de leur colonie, ils ont adopté des ruches intelligentes, véritables alliés pour surveiller en temps réel la température et le poids des ruches pour intervenir au bon moment. Mais leur engagement ne s'arrête pas là. Autour de leur ferme, ils cultivent un véritable garde-manger mellifère, semant des plantes adaptées à leur terroir pour garantir une nourriture variée et durable aux pollinisateurs. Et cette année encore, leurs efforts ont porté leurs fruits, ou plutôt leur miel. 10 tonnes récoltées, mais surtout une exploitation plus résiliente et un pas de plus vers une autre apiculture. Le mois prochain, je vous emmène dans le Tarn à la ferme des Cabrol. À la rencontre de Bruno Cabrol, éleveur de vaches laitières et viande et cultivateur de céréales. Pour résister mieux à la sécheresse, il faut laisser la place avec une connexion entre les plantes et la vie du sol. Et de son frère Cédric Cabrol, agriculteur, agro-éco-climatologue engagé. Le problème, c'est que dans le réchauffement climatique, on a négliger la dégradation des sols. Il faut s'appuyer sur la règle du fonctionnement du vivant, il faut imiter le vivant. Et de Charlène Descolonge, hydrologue, pour parler du stockage de l'eau et du carbone dans les sols. Moi je dis pas soyez tous véganes, soyez tous végétariens, non, il faut vraiment qu'on travaille avec ces agriculteurs, ces paysans qui font les paysages et qui me permettent de maintenir ces paysages vivants et en eau.